Le palais du Reichstag, au cœur de Berlin, est plus qu'un centre de décision politique. Depuis plus de 120 ans, c'est aussi un haut lieu de l'histoire allemande. En 1871, Otto von Bismarck fonde l'Empire allemand auquel se rallient les États du Sud de l'Allemagne. Le bâtiment qui abrite le Parlement devient alors trop petit. La construction d'un nouvel édifice somptueux a aussi pour but de célébrer la naissance de cet empire. Pour cela, un seul lieu est envisageable dans Berlin, la Königsplatz, près de la porte de Brandebourg. Paul Vallot, né à Oppenheim en 1841. Paul Vallot dessine un bâtiment de style néo-renaissance et néo-baroque mélangé. D'aucuns dénoncent l'absence de modernité de ce projet qui s'inscrit dans la tradition de l'architecture wilhelmienne. Les tours imposantes représentent les 4 royaumes allemands, Saxe, Prusse, Wurtemberg et Bavière. Dix ans après le lancement du chantier et 23 après les premiers plans, les travaux sont enfin terminés. Il ne manque que l'inscription au peuple allemand, preuve que Guillaume II ignore la volonté de ses sujets de s'affirmer. La dédicace au peuple allemand était une idée de Paul Vallot. C'était assez audacieux de la part de l'architecte, mais il y avait aussi un message politique. Cette dédicace signifiait que le peuple allemand avait trouvé ici sa représentation nationale. Cela renvoyait de manière à peine cachée à la notion de souveraineté populaire, une notion que l'empereur Guillaume II jugeait suspecte. Il s'est donc longtemps opposé à cette inscription et n'a jamais mis les pieds au Parlement. Guillaume II aime qualifier le Parlement de salon où l'on cause et de cage à singes. Il l'inaugure néanmoins en grande pompe le 5 décembre 1894. La statue qui trône au cœur du foyer ne laisse aucun doute sur sa suprématie. Si le Reichstag dispose de la souveraineté budgétaire et participe à l'élaboration des lois, aucun député ne fait partie du gouvernement. Le Parlement ne peut ni constituer ni destituer le gouvernement. Il ne peut pas non plus nommer le chancelier. Seul l'empereur en a le pouvoir. Le 1er août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie et à la France. Si l'empereur méprise le Parlement, il a néanmoins besoin de son accord pour les crédits de guerre. Guillaume II refuse de se rendre au Reichstag et convoque les députés dans son palais. Dans son discours du trône, il parle d'une guerre défensive et conclut par ces mots « Je ne connais plus de parti, je ne connais que des Allemands ». 2 ans après le début du conflit, la souffrance gagne les villes allemandes. L'opinion publique se retourne contre l'empereur, qui cherche désespérément un geste de conciliation envers ses sujets. Il se rappelle alors que Paul Vallot avait proposé il y a 20 ans d'orner le Reichstag de la devise « Au peuple allemand ». À l'été 1916, la commande est passée à la plus grande fonderie de bronze de Berlin, une entreprise familiale juive qui est le fournisseur officiel de la cour et bénéficie de la confiance du Kaiser. À l'hiver 1916, quelques jours avant Noël, la devise est apposée sur le frontispice du Reichstag. La Première Guerre mondiale fait apparaître les carences des institutions allemandes.
Le Parlement doit avoir plus de pouvoir pour peser davantage sur la vie politique. Le gouvernement doit être composé d'élus du peuple et le chancelier être nommé par le Reichstag et non par l'empereur. Jusqu'ici, ni le gouvernement ni le chancelier ne font partie du Parlement. Pour de nombreux députés, il est temps que cela change. Le commandement suprême des armées cherche à impliquer le Parlement dans la défaite imminente. Hindenburg et Ludendorff sont égales sur le plan militaire, ont déclaré la guerre perdue dès septembre 1918 et ils ont annoncé par surprise aux députés médusés que l'Allemagne devait être démocratisée. On doit donc en grande partie la parlementarisation de l'Empire allemand au commandement suprême des armées, qui agissait toutefois par pur intérêt personnel. Il voulait rejeter la responsabilité sur les partis représentés au Reichstag pour qu'ils répondent des conséquences politiques de la défaite militaire. Début novembre, les marins se révoltent à Kiel et Wilhelmshaven. L'insurrection gagne Berlin et risque de tourner à la révolution, comme en Russie. À la nouvelle de l'abdication de l'empereur, le drapeau rouge flotte sur la capitale allemande. Ce jour-là, le 9 novembre 1918, Ilse Dirksen est témoin d'un événement que les générations futures qualifieront d'historique. Scheidemann! Ebert! Vite, venez! Une foule énorme s'est rassemblée entre le château et le Reichstag. Liebknecht veut proclamer la République socialiste depuis le balcon du C'est la château. folie complète dehors. Il se trame quelque chose, c'est évident. Les gens veulent savoir ce que ça veut dire, ce qui se passe. Vous devez leur parler. Au moins l'un de vous deux. Avant qu'il ne soit trop tard. Bolchevique ou bien sociodémocrate? Celui qui met les masses de son côté a gagné. Travailleurs et soldats, sachez que la funeste guerre est terminée. Le militarisme, c'est derrière nous. L'empereur a abdiqué. C'est le député Ebert qui a été nommé chancelier du Reich. Le vieux monde vermoulu et la monarchie s'écroulent pour de bon. Vive le monde nouveau et vive la République allemande! C'est un vrai scandale! Tu n'as pas le droit de proclamer la République! Que l'Allemagne devienne une république ou n'importe quoi d'autre, c'est à l'Assemblée constituante et à elle seule d'en décider! Mais qu'est-ce que tu veux? Quel genre de république? Celle des conseils sur le modèle soviétique? Toutes ces folies russes, c'est ça que tu veux? Ou veux-tu une démocratie parlementaire? Une démocratie digne de ce lieu? Malgré le discours de Scheidemann à la foule déchaînée, l'Allemagne n'est toujours pas une république. Qui remporte la lutte pour le pouvoir après la chute de la monarchie? Quelles idées et quelles forces politiques s'imposent à l'Assemblée nationale allemande? Devant le château de Berlin, Karl Liebknecht déclare à la foule « En cette heure, nous proclamons la République socialiste libre d'Allemagne ». Le soir du 9 novembre, la situation dégénère. Les spartakistes, un mouvement d'extrême gauche, occupent le Reichstag, où ils sèment le chaos et l'anarchie. Sous la protection de leurs milices, un gouvernement révolutionnaire est formé au Reichstag. Il est baptisé Conseil des commissaires du peuple et présidé par Friedrich Ebert. Ce conseil se compose de représentants de la social-démocratie, dont Scheidemann et Ebert.
Jusqu'en janvier 1919 et la révolte du Parti communiste allemand, Berlin est une ville où le gouvernement du Reich, on peut appeler ainsi le Conseil des commissaires du peuple, ne dispose pas d'organes de sécurité fiables. Il aurait donc été tout à fait possible de mettre les membres du gouvernement en prison et d'organiser un coup d'État comme cela a été tenté en 1919. C'est avant tout pour cette raison que l'Assemblée nationale allemande ne siège pas au Reichstag à Berlin, mais au Théâtre national de Weimar. Weimar, ville qui symbolise l'humanisme et la liberté en Allemagne, donne son nom à une courte période de l'histoire du pays, la République de Weimar. C'est ici que le social-démocrate Friedrich Ebert est élu premier président du Reich. Après une longue lutte, les femmes obtiennent enfin le droit de vote actif et passif en le faisant inscrire dans la Constitution de Weimar. Elles s'affranchissent des valeurs traditionnelles qui leur étaient dévolues sous l'Empire, enfants, cuisine et église, et font leur apparition au Parlement. Soudain, les femmes ne restaient plus dans l'ombre. Elles faisaient entendre leur voix. En 1920, 37 femmes députées entrent au Reichstag à Berlin. La démocratie parlementaire ouvre une nouvelle ère au Reichstag. Mais elle fait face à des adversaires acharnés qui n'hésitent pas à utiliser la violence. La victime la plus célèbre est Walter Rathenau, ministre des Affaires étrangères et libéral de gauche. Le 24 juin 1922, il est abattu par des terroristes d'extrême droite. Contre toute attente, le président Friedrich Ebert meurt en février 1925, ce qui déstabilise la République de Weimar. Un anti-républicain notoire, le maréchal Paul von Hindenburg, se retrouve à la tête de la jeune démocratie. En 14 ans, 16 gouvernements se succèdent. Il ne reste en moyenne que 8 mois au pouvoir. Cela exaspère les gens et les rend plus réceptifs au discours du NSDAP, le parti nazi en pleine ascension. Après les élections législatives de 1928, Joseph Goebbels est l'un des 12 députés du NSDAP à entrer au Reichstag. Adolf Hitler n'en fait pas partie. Dans le sillage de la crise économique mondiale, le parti nazi devient la première force du pays aux élections de juillet 1932. En août 1932, Hermann Göring est élu président du Reichstag. Le 30 janvier 1933, Hindenburg nomme Hitler chancelier. Une fois le nouveau gouvernement en place, la chasse aux opposants politiques commence. Une heure après le départ d'Anna Rehme et de ses compagnons, le Reichstag est en feu. Quelques minutes plus tard, Hitler et Goebbels sont sur place. Peu de temps après, Hitler accueille Franz von Papen par ces mots « Si cet incendie est l'œuvre des communistes, nous devons écraser cette peste meurtrière d'une main de fer. » Marinus van der Lubbe se trouve déjà derrière les barreaux. C'est un anarchiste néerlandais qui avoue tout de suite être l'auteur de l'incendie. 3 communistes bulgares, présumés complices, sont arrêtés. Le président du groupe communiste au Parlement, Ernst Torgler, est lui aussi appréhendé en tant que suspect. Les Bulgares sont relâchés, tout comme Ernst Torgler, mis hors de cause par Anna Rehme. Marinus van der Lubbe, qui est passé aux aveux, mais n'est sans doute pas le seul coupable, est condamné à mort.
Celui qui a mis le feu au Reichstag a choisi le lieu le plus symbolique du pays pour envoyer un signal politique. On ne sait toujours pas qui c'était au juste, car les historiens ne disposent pas de preuves concluantes. Que l'anarchiste hollandais Marinus van der Lubbe y ait largement pris part, cela ne fait aucun doute. Reste à savoir s'il avait des complices, s'il a éventuellement été instrumentalisé et par qui. Ces questions sont sans réponse et le resteront probablement tant qu'on ne trouvera pas de nouvelles sources. Quoi qu'il en soit, le Reichstag a été incendié et les nazis ont profité de l'occasion qui leur était offerte pour prendre un décret, appelé « Décret de l'incendie du Reichstag », et annuler tous les droits civiques garantis par la Constitution. Le président Hindenburg a signé cet arrêté. Donc, à partir du 28 février 1933, l'Allemagne n'était plus une démocratie au sens propre du terme. L'incendie du Reichstag marque la fin de la première ère démocratique en Allemagne. C'est un signe avant-coureur de la tragédie qui se répandra dans le monde entier à partir de là. Comme la salle plénière a été complètement ravagée par les flammes, le Parlement siège désormais en face, à l'Opéra Kroll. 2 semaines après les élections législatives, l'ensemble des députés, à l'exception des sociaux-démocrates, votent la loi des pleins pouvoirs. Le Reichstag n'est plus une institution démocratique. À présent, Berlin doit être transformée en Germania, la capitale du monde. Pour le 50e anniversaire de Hitler, son architecte Albert Speer veut achever la première partie du projet, un axe d'est en ouest de 10 km de long. C'est une architecture mégalomane, au centre de laquelle doit trôner la Halle de la Gloire. Avec une coupole de près de 300 mètres de diamètre et une capacité d'accueil d'environ 180 000 personnes, ce gigantesque édifice doit occulter le Reichstag, tant décrié par les nazis. À l'été 1940, lorsque les premières bombes tombent sur Berlin et que le projet de Germania est arrêté, le Reichstag est en ruine. Jusqu'à l'été 1944, les raids aériens mettent sérieusement à mal le bâtiment. Seule l'inscription des frères Levy en sort quasi intacte. En avril 1945, les troupes de l'armée rouge atteignent le cœur de Berlin et prennent pour cible le Reichstag, que les dirigeants soviétiques tiennent à tort pour le centre du pouvoir nazi. Les artilleurs russes écrivent sur leurs obus au Reichstag. La brigade de l'armée rouge qui pénètre dans le Reichstag rencontre peu de résistance. Plusieurs soldats russes parviennent même à hisser un drapeau rouge sur le toit du bâtiment, comme le montre ce film de propagande soviétique. Le 30 avril 1945, il devait être environ 23 heures, les soldats de l'armée rouge réussissent à monter sur le dôme du Reichstag. Ils brandissent un drapeau rouge improvisé. Or, bien sûr, sur les photos, on ne voulait pas voir un vulgaire morceau de tissu rouge, mais le drapeau de l'Union soviétique avec le marteau, la faucille et l'étoile. 2 jours plus tard, le 2 mai, la scène est reconstituée par le photographe de guerre Yevgeny Kaldey.
Ces photos nous sont représentées aujourd'hui encore comme des icônes de la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne de Hitler. Elles ont été mises en scène, ce qu'on a toujours fait, pour rester dans l'histoire et aux yeux du monde comme des images emblématiques. Cela a été fait le 2 mai 1945. Après la victoire sur l'Allemagne et le national-socialisme, de nombreux soldats de l'armée rouge immortalisent leur plongée dans l'enfer des nazis. C'était une tradition dans l'armée rouge. Les soldats laissaient des inscriptions dans les endroits où ils avaient vaincu. J'ai marché de Stalingrad à Berlin, ou de Kiev à Berlin, ou bien ils inscrivaient leur parcours et les jours. Ou alors ils écrivaient « J'étais ici, Ivan était ici, Georgiou était ici, Sergueï était ici ». Certains écrivaient des insultes scatologiques sur les Allemands. Mais c'est assez facile à expliquer. Ils avaient derrière eux une guerre difficile et une marche éprouvante. Le Reichstag ravagé est le symbole d'une Allemagne exsangue. S'il survit, c'est en raison de la guerre froide, de la division de Berlin et surtout du blocus imposé par les soviétiques à partir de l'été 1948. Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Le social-démocrate Ernst Reuter choisit sciemment le parvis du Reichstag pour son discours au monde libre. L'édifice incarne dès lors le désir d'une Allemagne unifiée. Après la guerre, l'Allemagne et Berlin sont divisés. On gouverne à Bonn et à Berlin-Est. Le Reichstag, qui se trouve dans la partie ouest de la ville, doit être reconstruit. Pour cela, on retire le dôme fortement endommagé. En 1955, le Bundestag installé à Bonn décide de restaurer entièrement le bâtiment. Mais on ne sait pas encore quelle fonction lui attribuer dans un pays scindé en deux. Les travaux se prolongent sur des années. En août 1961, les autorités est-allemandes font construire un mur dans Berlin, le long de la frontière du secteur soviétique. Le Reichstag est alors confronté à la page la plus sombre de l'histoire allemande d'après-guerre. Le mur, qui passe juste derrière sa façade est, le relègue dans une position périphérique. L'édifice sera oublié durant des décennies. Selon l'accord des 4 puissances de 1971, le Bundestag ne peut plus tenir séance à Berlin. Seuls les groupes et les commissions parlementaires organisent occasionnellement des réunions dans les salles réaménagées du Reichstag. Durant la guerre froide, le Reichstag, autrefois le centre du pouvoir politique en Allemagne, semble tomber dans un coma éveillé. Même la nouvelle salle plénière aux dimensions généreuses n'est pas utilisée. De nombreux groupes scolaires d'Allemagne de l'Ouest sont venus voir l'édifice.
C'était un lieu qui figurait au programme de visite, entre autres parce que le mur de Berlin se trouvait juste à côté. Par cette proximité, le Reichstag a donc conservé une grande partie de sa portée symbolique. Pendant près d'un demi-siècle, le front le plus exposé de la guerre froide s'étire le long du Reichstag. Jusqu'à la chute du mur, l'Est et l'Ouest se livrent une guerre d'espionnage sans merci. Les Britanniques installent une station d'écoute sur la tour sud-est de l'édifice. Le terrain vague, qui s'étend devant le bâtiment chargé d'histoire, se prête aux activités de loisirs en tout genre. Groupes berlinois amateurs ou pop stars internationales, tous veulent jouer ici. Michael Jackson, Barclay James Harvest et en 1987, David Bowie. Un millier de jeunes de Berlin-Est tentent de s'approcher du Reichstag pour voir le concert. Lorsque la police arrive, la situation dérape. La foule se met à scander « Le mur doit tomber », un slogan qui fera date. Juin 1987, visite du président américain Ronald Reagan. Ronald Reagan est arrivé de l'ouest de la ville. Nous avions recouvert l'escalier extérieur d'un tapis rouge. Il est allé dans la salle Est. Nous avions installé des vitres de sécurité devant le balcon, d'où l'on pouvait voir la station Friedrichstraße. Lorsqu'il a quitté les lieux, j'ai dû l'accompagner à la porte de Brandebourg, où il a tenu son discours. Avant cela, il avait vu avec M. Kornblum, l'ambassadeur américain, ce qu'il allait dire. M. Gorbatchev, etc. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Deux ans plus tard, le soir du 9 novembre 1989, le mur tombe. Le Reichstag va alors connaître sa plus grande métamorphose. Wollen wir die Einheit und Freiheit Deutschlands vollenden. Wir wollen in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen. Moins d'un an s'écoule entre la chute du mur et la réunification allemande le 3 octobre 1990. Le traité d'unification stipule que la capitale de l'Allemagne est Berlin. Reste à savoir où le Bundestag et le gouvernement fédéral vont siéger. Une question qui suscite de vives discussions à Bonn. Für Bonn, meine Damen und Herren, spricht viel. Aber für Berlin spricht alles. Ich bin, meine Damen und Herren, aus Solidarität mit den Menschen in den 5 neuen Ländern, aber aus eigener Überzeugung für Bonn. Ich stimme für Berlin. Ich bin Dresdner und ich habe eine gewisse Distanz zu Berlin in meinem Elternhaus in Dresden als erste Lebenserfahrung politischer Art mitbekommen, Herr Kollege. Après des débats passionnés, la présidente du Bundestag, Rita Süssmuth,
donne le résultat. Il n'y a que 18 voix d'écart. Für den Antrag Vollendung der Einheit Deutschlands, Berlin-Antrag, 337 Stimmen, Enthaltung. Du jour au lendemain, Berlin et le Reichstag sont redevenus les lieux du pouvoir et la politique allemande a ainsi retrouvé son ancien centre dans un État-nation certes plus petit, mais non moins ressuscité. Nach 57 Jahren versammeln wir uns als frei gewählte Abgeordnete des ganzen deutschen Volkes hier im Reichstag, in Berlin. Le 4 octobre 1990, le Parlement de l'Allemagne réunifiée tient sa première séance à Berlin. Le Reichstag en impose, mais il n'enchante guère. C'est là qu'entre en jeu l'artiste bulgare Christo. En 1994, le Bundestag donne le feu vert à Christo. Un an plus tard, à l'été 1995, le Reichstag voit le jour. Une installation artistique qui restera dans les annales. L'édifice a pu être emballé malgré le vent et la pluie. Sans oublier les 4 présidents du Bundestag qui s'étaient d'abord farouchement opposés au projet jusqu'à ce que Rita Süssmuth se laisse convaincre. Pour Christo et Jeanne-Claude, l'emballage du Reichstag permet en outre de sensibiliser le public à des événements refoulés. Nous ne voilons pas juste un bâtiment. Nous voilons la peur allemande, la fierté allemande, le passé allemand. Une fois emballé, le palais du Reichstag devient un mythe allemand à part entière. C'était un sentiment de joie incroyable. Jeanne-Claude et Christo ont tout organisé minutieusement. L'installation devait être fin prête au moment prévu. Je pense que c'était un acte hautement symbolique. Ils ont préparé le terrain pour une métamorphose. Aujourd'hui, on ne pourrait plus concevoir le palais sans son nouveau dôme. Finalement, c'est Norman Foster qui remporte le concours. Son Reichstag rénové devient un symbole positif de l'Allemagne réunifiée. Le dôme recouvre la salle plénière, comme dans le projet de Paul Vallot. En avril 1999, les 669 députés du Bundestag quittent Bonn pour Berlin. Le Parlement allemand retrouve ainsi sa place dans l'édifice le plus emblématique de l'histoire allemande. Je ne pense pas qu'il aurait été responsable de réinventer l'histoire en créant un pastiche artificiel et postmoderne. Nous devions au contraire utiliser nos compétences pour révéler le passé. Nous ne voulions pas le détruire ni le dissimuler. C'est dans cet état d'esprit que nous avons conçu le dôme. Il devait matérialiser le changement, la transformation du Reichstag. Le public peut y accéder par une rampe. Le dôme est conçu comme une plateforme d'observation, avec son cône couvert de miroirs qui laisse entrer la lumière dans l'édifice. Mais en créant ce dôme, nous ne voulions pas juste faire entrer la lumière pour réaliser des économies d'énergie ou créer un élément poétique. Il s'agissait aussi, en quelque sorte, de libérer le bâtiment du fardeau du passé. Comme aucun autre édifice, le Reichstag reflète l'histoire mouvementée de l'Allemagne depuis la fondation de l'Empire. Avec son dôme de verre, il symbolise aujourd'hui une société ouverte et une démocratie pleinement accomplie.